Je vis au 5e arrondissement comme on vit dans une parenthèse, à l'abri, mais pas tout à fait en paix. L'immeuble a cette patience minérale des pierres anciennes. L'escalier sent la cire, l'hiver et une humidité discrète qui remonte des caves. Ma porte, elle, s'ouvre sans plainte. Je la graisse régulièrement, par habitude, par politesse envers le monde. À l'intérieur, tout est à sa place. Rien ne déborde. Rien ne crie. La cuisine est nette, la vaisselle essuyée, les torchons pliés sur le même angle. Les livres sont alignés non par obsession, mais par besoin de stabilité. Quand on a perdu, on apprend à ranger. Je m'appelle Madeleine, 58 ans. On pourrait croire que c'est jeune à Paris où l'on vieillit comme on s'habille, avec des artifices. Je n'ai plus d'artifice. Je n'ai plus non plus d'époux. Il est parti il y a 17 mois, un matin de novembre, sans drame, sans paroles inutiles. Il a eu ce qu'on appelle une belle mort, expression que je trouve cruelle. La mort, belle ou laide, fait de la place. Et ce vide, il faut l'habiter. C'est pour cela que je vais en Provence. La Provence, ce mot a longtemps été une promesse. La maison familiale y attend, à l'écart d'un village où l'air sent le thym et les pierres chauffées. Je n'y suis pas retournée depuis l'enterrement. J'avais dit « plus tard », comme on dit demain à ce qu'on redoute. Et voilà, j'ai acheté un billet pour demain, justement. Un billet de première classe, parce que j'ai toujours pensé que l'on ne se donne pas de courage en se punissant. La première classe n'efface rien, mais elle évite l'inconfort inutile. Le billet est posé sur la table du salon, à côté d'une tasse de thé qui refroidit lentement. Une lumière pâle tombe de la fenêtre. Janvier à Paris, c'est un jour qui ne s'engage pas. Je tourne la tasse entre mes doigts. La porcelaine me renvoie une tiédeur sans conviction. Sur le buffet, un objet résiste au temps, une petite boîte en bois laqué. J'y garde un seul bijou qui n'est pas de valeur, mais qui me ressemble. Une barrette ancienne, un simple fermoir en métal doré avec une petite pierre sombre au centre. Une pierre presque noire, comme si la lumière avait décidé de s'y taire. Je la porte rarement. Je la prends aujourd'hui. Le geste est lent, appliqué. Le bruit du clip est sec, comme une phrase bien terminée. Je m'habille sans hâte. Manteau de laine, écharpe sobre, gants de cuir. Les poches sont vérifiées, cartes, clés, mouchoirs. Une ordonnance pliée, par réflexe, même si je sais que ce n'est pas elle qui me sauvera. Mon cardiologue parle d'un terrain fragile, d'une tension à surveiller. Je l'écoute comme on écoute la météo, avec sérieux, sans y croire tout à fait. Depuis la mort de mon mari, mon corps s'est mis à parler plus souvent. Pas fort, mais avec insistance. Je descends. Dans la rue, Paris a cette élégance froide des matins d'hiver. Voitures lentes, vitrines déjà allumées, pavés luisants comme une peau tendue. Je marche jusqu'au métro avec un pas mesuré. À chaque coin, un souffle de vent s'invite, précis, presque médical. Je pense à la gare, aux panneaux d'affichage, aux annonces. Je pense au bruit que fait un train quand il arrive. Pas un cri, plutôt une respiration de métal. Dans le métro, les visages sont fermés. Personne ne se regarde. Chacun garde ses urgences dans sa poche, comme moi je garde mon billet. J'observe mes mains sur mon sac. Elles ne tremblent pas. Je m'en étonne. Je m'en étonne. J'ai parfois l'impression que l'émotion a quitté mon corps avant moi, qu'elle a déménagé sans prévenir. Quand je sors à Gare de Lyon, l'air me frappe au visage. Une rumeur inhabituelle, une agitation qui ne ressemble pas au simple départ des vacances. Les portes s'ouvrent et se referment trop vite. Des valises roulent avec colère. Les haut-parleurs annoncent quelque chose, mais les mots se perdent dans la foule. Et je vois la neige. Pas la petite neige romantique des cartes postales. Une neige lourde, épaisse, qui tombe en travers, agressive, et colle aux vitres comme une main. Les affichages clignotent. Des retards, supprimés, incertitudes. Les gens se rapprochent des écrans comme s'ils pouvaient les convaincre. Je m'arrête un instant, légèrement en retrait, comme on fait quand on ne veut pas gêner. Mon billet de première classe est dans ma poche, parfaitement intact. Je le touche du bout des doigts, non pour me rassurer, mais pour m'assurer qu'il existe encore. Au-dessus de la foule, les flocons tournent, silencieux. Et dans cette tempête qui commence, je me surprends à être calme, comme si, depuis 17 mois, j'avais déjà traversé la pire neige. La gare, d'ordinaire, a une organisation presque militaire. Des flux, des couloirs, des barrières, des annonces qui recadrent le désordre. Ce soir-là, tout se défait. La neige ne tombe pas seulement dehors.
Elle semble entrer dans les esprits, les rendre opaques. Je avance lentement vers les quais. Les agents de la SNCF portent des gilets fluorescents, mais leurs gestes ont perdu leur autorité. On entend des mots répétés comme une litanie, complet, dernier train, pas de garantie, restez à distance du bord. Les voyageurs se pressent, debout, sans ligne nette. Les écrans affichent des horaires qui changent à la seconde, comme si le temps lui-même hésitait. Je garde mon sac contre moi, sans crispation. Je ne suis pas pressée par quelqu'un qui m'attend. C'est une liberté étrange. Elle ressemble parfois à une condamnation. Au bout du hall, près d'un panneau d'information, une voix se détache. Pas forte, mais brisée, à la limite de la supplication. « S'il vous plaît, mais je dois y être. » Une jeune femme, 27 ans peut-être, tient son téléphone à bout de bras comme un objet brûlant. Son visage est très pâle sous la lumière artificielle. Ses cheveux sont attachés à la va-vite, quelques mèches collées à la tempe. Elle porte une blouse sous un manteau trop léger pour la saison. Détail minuscule mais révélateur. Elle est sortie en urgence sans penser à elle. Je ne sais pas encore son nom. Je sais seulement que son corps parle plus vite que sa bouche. Ses doigts tremblent, ses épaules montent et descendent comme si elle manquait d'air. Elle s'approche d'un agent, recule, s'approche encore, comme une vague. « Madame, le train est complet. On ne peut pas. » Le ton de l'agent n'est pas dur. Il est fatigué, administratif, impuissant. La jeune femme cligne des yeux et secoue la tête, comme si refuser était une erreur de vocabulaire. « Mon père est... On vient de m'appeler. Il est aux urgences à Lyon. Je suis médecin. Je dois le voir. » Ce mot, médecin, tombe au sol comme un badge. Il ne donne aucun droit ici. La gare n'a pas de protocole pour la détresse. Elle n'a que des places assises. Je reste à quelques mètres. Je pourrais détourner le regard. C'est ce qu'on fait en ville. On respecte l'intimité des catastrophes. Mais quelque chose m'arrête. Peut-être ce contraste entre son agitation et mon silence. Peut-être cette manière qu'elle a de tenir son téléphone comme un fil de vie. Un couple passe en maugréant. Un enfant pleure. Une valise heurte mon pied. Je recule d'un pas, instinctivement, et ma main se glisse dans ma poche. Mes doigts touchent le billet. Papier épais, propre, presque élégant. Je le sens comme on sent un objet de trop. La jeune femme s'accroupit brusquement près d'un pilier sans vraiment s'asseoir. Son front touche presque ses genoux. Elle respire vite. Je remarque alors un détail que je n'aurais pas dû voir, au bord de sa manche, une étiquette discrète, brodée. Un nom d'hôpital. APHP. Ce n'est pas un accessoire. C'est une vie de garde, de couloir, de nuit sans sommeil. Je m'approche. On ne sauve pas les gens dans une gare. On peut parfois leur rendre un peu d'air. « Mademoiselle ?» Elle relève la tête, comme si on l'avait appelée par son prénom. Ses yeux sont rouges, mais secs, tendus. Elle ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort, seulement un souffle. Dans son regard, je lis la lutte, rester professionnelle, rester humaine, ne pas s'effondrer. « Vous allez à Lyon ?» demande-t-elle finalement d'une voix trop rapide. Je secoue la tête doucement. « Non, je vais en Provence. » Elle avale sa salive. Ses lèvres tremblent. Il n'y a plus rien. Ils disent que c'est le dernier. Et moi ? Elle s'interrompt. La phrase se casse. La panique ne s'est pas conjuguée. Je pourrais lui dire des choses inutiles. Ça va aller. Courage. Je ne les dis pas. À 58 ans, on comprend que le courage n'est pas une injonction. C'est une posture qu'on adopte quand on n'a pas le choix. Je la regarde. Elle est jeune, mais ses yeux sont déjà ceux de quelqu'un qui a vu trop de lits, trop de draps tirés, trop de bips. Elle a cette fatigue que l'on porte même quand on court. Ma main sort le billet, je ne le brandis pas. Je le tiens entre deux doigts, comme un papier qu'on s'apprête à signer. J'ai une place en première classe. Elle fixe le billet. L'espace d'une seconde, son visage ne comprend pas. Puis son souffle se coupe, comme si l'espoir lui faisait mal. « Madame, je ne peux pas. » Sa phrase est une barrière polie, automatique, une éducation. Je réponds avec la même courtoisie, sans insistance, sans théâtre. Elle secoue la tête. Le refus est une panique inversée, peur de devoir accepter. Je baisse les yeux vers le billet puis vers ses mains. Elle tremble, oui. Mais surtout, elles sont vides. Elle n'a rien à tenir, rien à offrir, rien à échanger, sauf sa gratitude future. Je relève la tête. « Le temps, mademoiselle, » dis-je très calmement. « Le mien ne s'enfuit pas ce soir, le vôtre, si. » Ce n'est pas une phrase brillante, c'est simplement vrai. Un haut-parleur grésille.
Quelqu'un crie au loin. La neige cogne contre les vitres. Et, au milieu de ce tumulte, je sens en moi une décision se poser, lourde et nette, comme une pierre au fond d'un verre. Je tends le billet un peu plus. Elle ne le prend pas tout de suite. Ses yeux se ferment une fraction de seconde comme si elle consultait intérieurement un protocole. Responsabilité, décence, urgence. Puis elle ouvre les yeux, et je vois la médecin céder la place à la fille. Sa main avance enfin hésitante et frôle le papier. Son contact est froid, et curieusement, c'est à cet instant-là que je comprends. Je ne lui donne pas un billet. Je lui rends une possibilité. Elle tient le billet comme on tient une ordonnance qu'on n'a pas le droit de perdre. Ses doigts se referment trop fort, puis se détendent, honteux de leur propre avidité. Je vois qu'elle veut parler, remercier, s'excuser, tout dire à la fois. Mais la gare n'accorde pas de place aux phrases longues. Autour de nous, la foule s'épaissit. Des voyageurs s'agglutinent devant une barrière, discutent, protestent. Un homme tape du poing sur le guichet fermé. Une femme téléphone en pleurant, le visage tourné vers la vitre, où la neige trace des veines blanches. Le hall sent le manteau mouillé, le café renversé et cette odeur d'électricité chaude des panneaux d'affichage qui ne suivent plus. Je garde mon calme, non par vertu, mais parce qu'il n'y a plus rien à défendre. Mon retour en Provence ce soir-là n'est pas un sauvetage, c'est une confrontation avec une maison vide. Je le sais, et c'est justement pour cela que je peux céder. Clara, elle finit par dire son prénom, presque malgré elle. Je m'appelle Clara. C'est dit comme un renseignement administratif, un nom qu'on inscrit sur un brancard. Je hoche la tête. Elle répète « Madeleine ?» Comme on répète un mot pour s'assurer qu'il existe. Je lui fais un signe vers le quai. « Allez !» On va vous faire passer avant que quelqu'un ne change d'avis. Mais vous et votre train. Je hausse les épaules, un geste simple qui clôt la discussion. Je rentrerai demain ou après-demain. Les gares ont de la mémoire, mais les maisons aussi. Elles attendent. Elle me regarde comme si je venais de commettre une faute de logique. Dans son monde, celui des services, on ne reporte pas, on agit, on intube, on choque, on perfuse, on ne remet pas à demain. Nous avançons vers l'accès contrôlé. Un agent scanne le billet, lève les yeux, hésite en voyant Clara. Il comprend. Il comprend toujours. Les uniformes savent reconnaître l'urgence, même quand ils ne peuvent pas la résoudre. « C'est votre billet, madame ?» demande-t-il d'un ton neutre. Je réponds avec la tranquillité d'une vérité assumée. « Je l'ai acheté, oui, et je le lui confie. » Le verbe n'est pas innocent. Confier, ce n'est pas donner comme un sacrifice. C'est poser un acte lucide, presque contractuel, entre adultes. L'agent acquiesce, sans commentaire. Il ouvre la barrière. Clara avance d'un pas puis se retourne brusquement vers moi. Son visage se tord, non de larmes, mais de cette gratitude qui panique, qui cherche une forme. « Madame, je ne sais pas quoi dire. » Je souris à peine. Ce sourire, je le sens dans un muscle oublié. « Ne dites rien. Gardez votre souffle. » Elle baisse les yeux. Et c'est là que je vois sur sa poitrine, accroché à un cordon, un badge froissé, une photo, un nom, et en bas, un mot minuscule, interne. Elle est encore au milieu du passage, pas tout à fait médecin, plus tout à fait étudiante. Entre deux rives, comme moi. Une annonce retentit, départ imminent. La foule s'agite plus dur. Clara serre le billet contre elle, comme si quelqu'un pouvait le lui arracher. Je fais un pas en arrière pour lui laisser l'espace. Au même moment, une bourrasque ouvre une porte automatique. L'air glacé entre, chargé de neige. Des flocons se collent aux cheveux de Clara. Je lève la main, presque sans y penser, et je replace derrière son oreille une mèche humide. Un geste de mère, un geste d'infirmière, un geste d'humanité nue. Elle se fige. Son regard se baisse sur ma main, puis remonte sur mon visage. Elle ne dit rien, mais je sens que quelque chose s'imprime en elle. La douceur au milieu du chaos, la lenteur dans l'urgence. Elle tourne enfin les talons et part vers le train. Je reste derrière la barrière. Dans ma poche, il n'y a plus de billets. Il y a un vide de papier, un léger froissement absent. Et contre ma nuque, je sens ma barrette, cette petite pierre sombre, tenir mes cheveux comme une promesse discrète, celle de ne pas m'effondrer, même quand personne ne regarde. Le train part dans un souffle de bête lourde, un long gémissement métallique qui traverse la verrière. Je le regarde s'éloigner comme on regarde une phrase qu'on n'a pas terminée. La neige, dehors, avale aussitôt les feux rouges au bout des voies.
Derrière moi, la gare recommence à gronder. Les gens protestent, négocient, s'énervent contre des règles qui n'ont plus de visage. Un agent répète « Mesdames et messieurs », avec la même voix que l'on mettrait pour annoncer une mauvaise nouvelle à un patient, polie mais impuissante. Les annonces se succèdent, saturées, et les mots « annulés » et « reportés » deviennent des coups. Je reste immobile encore quelques secondes. C'est étrange, je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu quelque chose. J'ai plutôt l'impression d'avoir posé un objet dans une main qui en avait besoin. La légèreté vient après, comme un silence après une porte qui se ferme. Je traverse le hall sans me presser. Les vitrines des boulangeries sont presque vides, les croissants ont l'air fatigués sous la lumière. J'achète un café brûlant, non pour le goût, mais pour tenir quelque chose de chaud entre mes paumes. Le gobelet tremble légèrement quand je marche, mon corps me rappelle qu'il existe. Dehors, la ville est blanche par endroits, noire ailleurs. Les bus avancent au ralenti, les pneus font un bruit de brosse sur la neige sale. Je lève le col de mon manteau. Le vent me pique les yeux et je sens cette sensation de gorge serrée qui ressemble à la tristesse ou à la tension. Je respire plus lentement, comme on m'a appris à le faire, comme on se parle à soi-même sans mots. Je prends le métro dans l'autre sens. Le quai est humide, glissant. Des flocons fondus dessinent des îles sur le sol. Un musicien joue de l'accordéon. Les notes s'écrasent contre le carrelage, se mêlent au pas. Personne ne l'écoute vraiment, mais il joue quand même. Je pense, voilà une définition de la dignité. Dans la rame, je m'assois près de la porte. Les vitres sont striées, comme des yeux qui pleurent. Je vois mon reflet, une femme bien coiffée, trop calme, avec ce petit point sombre, la barrette, comme un secret accroché à la tête. Mes yeux ne sont pas rouges. Je me demande si je devrais l'être. À Saint-Michel, je remonte à la surface. Le quartier a cette beauté grave des soirs d'hiver. Lampadaires jaunes, pavés mouillés, librairies fermées, et la Seine qui passe, indifférente, avec des plaques de glace qui tournent lentement. J'ai toujours aimé cette indifférence. Elle remet l'humain à sa place. Je rentre chez moi. Le radiateur claque, puis se tait. Je pose mon sac, j'enlève mes gants. La pièce est exactement comme je l'ai laissée. Le thé froid sur la table, la chaise légèrement tirée, les livres alignés. Rien ne s'est déplacé comme si l'appartement refusait tout événement. Je retire mon manteau. Mon geste s'arrête sur la poche vide où, quelques heures plus tôt, dormait le billet. Je n'y trouve que du tissu. Je m'assieds. Et c'est là, sans bruit, que la fatigue me tombe dessus. Pas une fatigue de sommeil, une fatigue morale, compacte, qui s'installe derrière les côtes. Je ferme les yeux un instant. Dans ma tête, je revois le visage de la jeune femme, sa respiration trop rapide, son badge froissé. Interne. Ce mot revient comme un battement. Je me lève pour aller à la fenêtre. Au dehors, Paris continue, malgré la neige. Des silhouettes passent, petites, pressées, emmitouflées. Et je me surprends à imaginer Clara dans un wagon chaud, debout peut-être, serrant le billet contre sa poitrine, regardant défiler des banlieues blanches, avec au bout un père qui attend. Je n'ai pas besoin de connaître la suite pour sentir que quelque chose s'est scellé ce soir-là. Pas une amitié. Pas encore. Plutôt un fil. Fin. Invisible. Et dans le silence de mon salon, je comprends que ce fil tient autant à mon geste qu'à un détail plus simple. Cette mèche que j'ai remise derrière son oreille, au milieu de la tempête, comme on remet le monde en place quand on le peut. 1 an passe. Ce n'est pas une formule, c'est un effacement progressif, un calendrier qu'on tourne sans y croire, des saisons qui s'installent dans les mêmes rues. Je n'ai pris aucun train. Les semaines suivantes, il y a eu d'autres alertes météo, d'autres grèves, d'autres incidents voyageurs. Mais la vérité est plus simple, je n'ai pas eu la force d'affronter la maison. La Provence est restée un mot au fond d'un tiroir avec les clés enveloppées dans un mouchoir. Je rangeais, je repliais, je nettoyais les traces d'une vie terminée et je repoussais ce départ, comme on repousse une douleur qu'on connaît trop bien. Mon appartement, lui, est devenu plus silencieux encore. Le parquet craque toujours aux mêmes endroits, mais ce bruit a cessé de me répondre. La bouilloire siffle, puis s'éteint, le thé refroidit, les heures s'alignent comme les livres. J'ai gardé mes rituels, le marché le mardi, la librairie le jeudi, la promenade le long de la Seine, quand il ne pleut pas. Une vie de contours sans centre. Et pourtant, quelque chose a changé dans mon corps. Au début, c'était une fatigue qui ne s'expliquait pas.
un essoufflement au 3e étage alors que je montais jadis sans y penser. Puis des palpitations, petites, irrégulières, comme un oiseau affolé dans une cage. Mon médecin généraliste a fait ce qu'il fallait. Électrocardiogramme, tension, bilan. Il a parlé de surveillance, de facteurs de risque, avec cette prudence parisienne qui met des gants aux phrases. Un cardiologue ensuite, dans un cabinet trop blanc. Il a posé le stéthoscope sur ma poitrine comme on pose une question. Je fixais la fiche d'anatomie derrière lui, ce cœur dessiné en couleurs, presque beau, presque abstrait. Il a évoqué une coronaropathie possible, des examens à programmer, peut-être une épreuve d'effort. Rien d'immédiat, disait-il. Mais ses yeux, eux, n'étaient pas pressés. Ils étaient sérieux. Je suis sortie avec une ordonnance et une date. La date a glissé. Je l'ai déplacée, puis encore. J'ai appris à négocier avec les rendez-vous comme on négocie avec la peur. Les jours de pluie, j'écoutais la radio sans vraiment écouter. Parfois, entre deux informations, je pensais à la gare, à la neige contre les vitres, à cette jeune femme dont j'avais touché la mèche, geste minuscule, mais resté en moi comme un éclat. Je ne connaissais d'elle qu'un prénom, Clara. Aucun numéro, aucune adresse, rien. Ce n'était pas une histoire faite pour se poursuivre. C'était un instant. Pourtant, un matin de février, en ouvrant un journal abandonné dans le hall, je suis tombée sur un article. Une photo de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un papier sur la réforme de l'internat, sur l'épuisement des internes et les gardes à rallonge. La photo montrait un couloir, des blouses, des visages flous. Pas Clara. Mais j'ai senti inexplicablement sa présence dans cet endroit. L'odeur du gel hydroalcoolique, le bruit des chariots, les bips réguliers des scopes. Je me suis surprise à murmurer comme on formule un vœu discret, pourvu qu'elle tienne. Le printemps est arrivé. Les marronniers du boulevard Saint-Germain ont remis des feuilles, indifférents à mes nuits courtes. L'été a apporté une chaleur qui colle au mur et rend la respiration plus lourde. Je me suis mise à dormir avec la fenêtre entr'ouverte, malgré le bruit, pour chercher de l'air. Et, un soir d'octobre, en rentrant avec un sac de livres, j'ai dû m'arrêter sur le trottoir, la main posée contre ma poitrine, non pas par panique, par lucidité. Une douleur sourde, centrale, comme une main fermée. J'ai attendu qu'elle passe. Elle a passé, oui, mais elle a laissé derrière elle une certitude froide. Le temps, lui, n'attendait plus. Le jour où je tombe, il n'y a rien d'héroïque. Aucun pressentiment, juste une envie de papier. La librairie est petite, rive gauche, avec une devanture qui a gardé son verre ancien. À l'intérieur, l'air sent l'encre, la poussière douce, le bois ciré. On y parle bas, par respect pour les phrases. Je m'y sens toujours à ma place, même quand je ne me sens nulle part. Je cherche un essai. Montaigne, je crois, ou peut-être un recueil de lettres. Je lis les 4e de couverture en penchant légèrement la tête. La lumière des néons tremble à peine. Je sens une gêne au centre de la poitrine, puis une pression qui monte, dense, étrangère, comme si quelqu'un refermait une main sur mon sternum. Ma respiration se raccourcit. Je me dis, ça va passer. Je le dis souvent. Mais cette fois, la douleur ne discute pas. Elle s'étire vers mon bras gauche, descend et tout devient brutalement concret. Les livres sur l'étagère se mettent à vibrer, ou bien c'est moi. Je pose une main sur le rebord d'une table pour rester debout. Mes doigts glissent, le sol se rapproche. Je n'entends pas un cri, je n'en pousse pas. Je suis surprise par ma propre dignité. Même en tombant, je refuse le spectacle. Quand je rouvre les yeux, j'ai le visage contre quelque chose de froid. Le carrelage, un goût métallique dans la bouche, léger, imaginaire. Les voix sont au-dessus, comme à travers une vitre. « Madame, vous m'entendez ?» Une main touche mon poignet, cherche un pulse. Une autre soulève mon menton avec une précaution maladroite. Une femme appelle, sans s'énerver, mais vite. J'ai fait le 15, oui, douleur thoracique. Elle a 58 ans. Le mot « SAMU » arrive comme une promesse technique. On s'écarte, on me couvre d'un manteau. Je sens la laine, l'odeur d'un inconnu, et je pense stupidement à ma tasse de thé laissée froide à la maison, à toutes ces choses qui attendent toujours. La sirène ensuite n'est pas dramatique, elle est fonctionnelle. Elle coupe la ville pour me faire passer. Dans l'ambulance, on colle des électrodes sur ma peau. Le gel est froid, humiliant. Un bip régulier s'installe, rassurant, parce qu'il est précis. Douleur à combien sur 10 ? Je réponds avec effort. 6.
mentir un peu, par courtoisie, comme si la souffrance pouvait gêner. On me met de l'oxygène. Le masque a une odeur de plastique neuf. Un ambulancier me regarde avec cette douceur professionnelle qu'on trouve chez ceux qui voient la fragilité tous les jours. On va à la Pitié-Salpêtrière, madame. À ce nom, quelque chose en moi se serre autrement. La pitié. Le mot me déplaît, mais l'hôpital, je le connais de réputation, massif, sûr, une ville dans la ville. Aux urgences, tout est lumière et vitesse. Des brancards, des rideaux, des chaussures qui couinent, on me transfère, je vois des blouses courir, des internes se croiser avec des dossiers sous le bras, des visages jeunes qui portent déjà la fatigue comme un uniforme. On me parle de syndrome coronarien, d'ECG, de troponine. Les mots sont nets. Ils ne consolent pas, mais ils organisent. Un interne penché sur mon dossier demande quelque chose à un chef de clinique. Je reconnais la hiérarchie à la manière de se tenir, à la voix plus posée de celui qui décide. Je n'ai presque rien à dire. Je hoche la tête, je me laisse faire. C'est étrange, la médecine, elle vous déshabille sans vous connaître, puis elle tente de vous sauver avec une pudeur mécanique. On roule mon brancard dans un couloir plus calme. Et là, au bout, une jeune femme apparaît. Elle marche vite, mais sans courir, comme quelqu'un qui refuse le désordre. Son chignon est serré, ses yeux sont cernés. Sur sa poitrine, un badge docteur. Plus de interne cette fois. Elle s'approche en consultant des résultats, déjà dans son rôle. Je ne la reconnais pas encore. 1 an a passé. Les visages changent. Puis, en levant brièvement les yeux, elle voit ma tête, et je la vois, elle s'arrêter. Pas par peur, mais par une secousse intime, comme si une image s'était superposée à l'instant. Son regard glisse sur ma barrette. La petite pierre sombre au-dessus de mon oreille capte la lumière de l'hôpital et la refuse. Je sens, sans comprendre, que ce détail vient d'ouvrir une porte. Clara ne dit rien. Elle inspire, une fraction trop longue pour être purement médicale. Puis son visage se remet en place, professionnel, concentré, mais ses mains, au moment d'ajuster ma perfusion, tremblent imperceptiblement, et je comprends à cet tremblement-là qu'elle m'a reconnue. Pas par mes mots, parce que je porte, parce que j'ai été une nuit de neige au milieu d'une gare. Clara reprend sa respiration comme on remet un masque avant d'entrer au bloc, par réflexe, par nécessité. Elle se penche sur mon dossier, lit sans bouger les lèvres, puis relève les yeux vers moi. Sa voix est calme, parfaitement posée, celle qu'on offre aux patients pour ne pas leur transmettre sa propre peur. « Madame Madeleine, vous avez une douleur thoracique depuis quand ?» J'entends mon nom dans sa bouche comme une chose improbable. Je réponds parce que c'est ce que l'on fait ici. On décrit, on quantifie, on obéit. Depuis la librairie, 1 demi-heure peut-être. Elle acquiesce, déjà ailleurs. Elle vérifie les électrodes, observe l'écran, demande un autre ECG, des troponines en urgence. Chaque mot est une commande courte. Autour d'elle, l'équipe bouge. Une infirmière prépare une seringue, un interne note, un brancardier attend la prochaine direction. La machine hospitalière se met en marche et Clara en est un rouage précis. Pourtant, je vois ce qui se passe derrière ses yeux. Son regard revient 1 seconde sur ma barrette. Un clignement, une hésitation minuscule. Puis elle se tourne vers le chef de clinique, un homme aux tempes grisonnantes qui porte la fatigue avec une autorité tranquille. On a un tableau compatible avec un SCA, douleur typique, ECG. Je pense qu'on doit aller en salle de choro rapidement. Le chef de clinique hoche la tête, sans théâtralité. D'accord, on prévient la salle de cathétérisme. Anticoagulation, anti-agrégant, et on y va. Tout est dit comme une recette. Je comprends seulement que mon cœur a décidé de faire des siennes et que ces gens vont négocier avec lui. Le couloir défile au-dessus de moi. Plafond blanc, néon, panneaux. J'aperçois des portes marquées USC, soins intensifs, cardiologie. J'entends des bips qui se superposent comme une musique sans mélodie. Dans cette vitesse, je sens une chose étrange. Je ne panique pas. Je suis traversée par une lucidité froide, presque élégante. La peur, quand elle vient, n'a plus de place pour les gestes inutiles. Clara marche à côté du brancard. Elle ne me tient pas la main. Elle n'en a pas le droit, pas ici. Mais elle garde sa paume près de ma couverture, comme une présence possible. Par moments, elle me parle, courtement. « Vous respirez bien ?»« Oui. »« La douleur augmente ?»« Non, c'est stable. » Je réponds, docile. Je suis une patiente modèle, parce que j'ai toujours été une femme qui ne dérange pas. Et pourtant, au fond, une autre phrase tourne. Pourquoi est-ce elle ?
Pourquoi ce visage dans ce couloir, 1 an après la neige? En entrant dans la salle de coronarographie, l'air change. Il y a une froideur plus nette, plus technique. Des appareils, des écrans, des champs stériles. On m'installe, les bras écartés. Un drap bleu couvre une partie de mon corps. La pudeur devient un concept. Clara enfile une casaque, des gants. Ses gestes sont rapides mais précis, comme si chaque seconde avait un prix. Elle échange quelques mots avec l'équipe. Dosage, voix d'abord, matériel. Je reconnais des thermovols, radial, stent, angioplastie. Le chef de clinique prend la main sur l'acte, mais Clara est là au plus près, attentive, prête. Je sens une piqûre, puis une pression au poignet. Pas de douleur franche, plutôt une invasion. On m'explique succinctement ce qu'on fait. Les phrases sont courtoises mais courtes. Ici, on soigne avant de rassurer. Pendant quelques minutes, je n'existe plus que comme un corps à réparer. Et dans ce dépouillement, je remarque un détail qui me serre la gorge. Clara a un petit tremblement au niveau de la mâchoire, presque imperceptible, qu'elle maîtrise en serrant les dents. Ses yeux, eux, ne quittent pas les écrans. Je comprends alors ce que je suis pour elle. Pas seulement une patiente, je suis un souvenir qui revient au moment le plus dangereux. Un souvenir qui exige d'elle plus que la compétence. Quelque chose de moral, de silencieux, de personnel. Quand le chef de clinique annonce d'une voix neutre qu'il y a une lésion significative, qu'il faut poser un stent, Clara répond immédiatement, sans hésiter. On le fait. Ce « on » me frappe. Ce n'est pas vous, c'est pas il. C'est une prise en charge totale. Une responsabilité assumée. Et je vois, au milieu des écrans et des gants, un éclat de reconnaissance dans son regard. Non pas une reconnaissance qui parle, mais une reconnaissance qui agit. Comme si, ce soir-là, elle remboursait un billet avec un acte médical. Je ferme les yeux une seconde. Je me dis que le temps est un animal étrange. Il revient parfois vous toucher au même endroit, mais avec une autre main. Je me réveille dans une lumière douce filtrée par des stores mal réglés. Le bip régulier d'un moniteur rythme l'air comme une respiration empruntée. Je ne suis plus dans la salle froide, mais dans une chambre aux murs pâles, presque indulgents. Mon poignet est bandé. Ma poitrine est lourde, mais stable. La douleur s'est retirée, laissant derrière elle une fatigue épaisse, honnête. Une infirmière ajuste une perfusion, me sourit brièvement avec cette gentillesse qui ne s'attarde pas. Tout s'est bien passé, madame. Vous êtes en soins continus. Reposez-vous. Je ferme les yeux. Je ne dors pas vraiment. Je flotte. Le temps ici n'a pas la même texture. Il s'étire entre les passages, les contrôles, les constantes notées sur des feuilles que je ne verrai jamais. J'entends des pas, des chariots, des portes qui s'ouvrent et se referment. À chaque bruit, mon corps réagit avant mon esprit, comme s'il apprenait à nouveau à faire confiance. Puis je la sens avant de la voir. Une présence qui ne fait pas de bruit inutile. Une respiration retenue. Quand j'ouvre les yeux, Clara est là, debout près de la fenêtre. Elle n'a plus la casaque. Elle porte une blouse simple, les manches retroussées. Ses épaules sont un peu tombantes, comme après une nuit trop longue. Elle ne parle pas tout de suite. Elle regarde mes constantes, vérifie un détail sur le moniteur, puis enfin, elle me regarde vraiment. Son visage est différent de celui de la gare, plus fermé, plus adulte, traversé par quelque chose de contenu. « Bonjour, Madeleine. » Elle prononce mon prénom sans hésitation. Ce n'est plus une surprise, c'est une évidence acceptée. « Bonjour, Clara. » Le silence qui suit n'est pas gênant. Il est dense, respectueux. Je remarque alors un détail qui m'émeut plus que tout. Elle a remis ses cheveux derrière son oreille exactement comme je l'avais fait 1 an plus tôt, sur le quai, au milieu de la neige. Le même geste, inconscient. La reconnaissance passe parfois par le corps avant la mémoire. « Vous avez fait un infarctus », dit-elle enfin avec la précision nécessaire. Pris à temps. Le stent est bien en place. Le chef de clinique est satisfait. Elle ne dit pas « j'ai », elle dit « on a ». La médecine ne supporte pas la possession. Je hoche la tête. Je n'ai pas peur, je suis étrangement reconnaissante d'être encore là, dans cette chambre impersonnelle, avec une femme qui me regarde comme on regarde quelqu'un à qui l'on doit quelque chose sans savoir comment le dire. Elle inspire. Je dois vous dire quelque chose. Je l'écoute sans bouger. Elle s'assoit enfin sur la chaise, comme si ses jambes venaient de se souvenir de leur fatigue. Mon père est mort cette nuit-là, à Lyon, quelques heures après mon arrivée. Elle baisse les yeux. Pas pour pleurer,
pour maintenir la phrase droite. Mais, grâce à vous, j'ai pu lui parler. Il était conscient. Il m'attendait. Il m'a dit ce qu'il n'avait jamais su dire. Elle s'arrête. Sa gorge se serre, une fraction de seconde. Elle reprend, professionnelle jusque dans l'émotion. Il était seul dans ma mère, comme vous. Je ferme les yeux un instant. Les mots trouvent leur place sans bruit. Tout se rejoint. La gare, la neige, le billet, le stand. 2 solitudes qui se sont frôlées au bon moment. Je n'ai jamais pu vous remercier, ajoute-t-elle. Et aujourd'hui, je vous dois aussi d'être vivante. Je rouvre les yeux. Je la regarde calmement. Vous ne me devez rien, Clara. Ma voix est faible mais stable. Vous avez simplement continué le geste. Elle secoue la tête, presque imperceptiblement. Elle sait que ce n'est pas vrai. La gratitude n'obéit pas à la logique. Les jours suivants, l'hôpital devient un petit monde à part, avec ses règles simples. On entre, on sort, on mesure, on attend. La nuit, les couloirs s'allongent, plus silencieux, ponctués de pas feutrés et de bips réguliers. Le matin, la lumière revient sans délicatesse et les blues recommencent à circuler comme des oiseaux pressés. Clara vient quand elle peut. Pas à heure fixe. La médecine ne promet rien, elle s'adapte. Elle arrive parfois après une garde, les traits tirés, les cheveux repris à la hâte, le badge contre la poitrine comme une preuve de résistance. Elle ne s'autorise jamais la plainte. Elle s'assoit, ouvre mon dossier, vérifie une valeur, pose une question brève, et seulement ensuite, comme si elle déposait le rôle sur le dossier refermé, elle me regarde autrement. Nous parlons peu, mais c'est un peu qui compte. Elle m'apporte un jour un petit livre de poche trouvé à la boutique de l'hôpital, des fragments de Simone Weil. Un autre jour, un disque minuscule, sans boîtier, glissé dans une enveloppe, Bach, les variations Goldberg. Elle ne dit pas « ça vous fera du bien ». Elle dit simplement « je me suis dit que ça irait avec votre silence ». Je souris et je ne réponds pas tout de suite. À 58 ans, on ne remercie plus en multipliant les mots. On remercie en recevant pleinement. Quand je me lève pour marcher dans le couloir, mon poignet bandé et mon cœur encore prudent, elle se tient à distance, attentive. Je sens son regard sur ma nuque, pas un regard de surveillance, mais un regard de responsabilité. Elle est médecin, elle reste médecin. Pourtant, parfois son visage se fissure et laisse passer autre chose. Une gratitude sans forme, presque douloureuse, qui ne trouve pas de sa place dans un protocole. Un après-midi, elle s'arrête devant la fenêtre de ma chambre. Au dehors, Paris passe, indifférent, avec ses toits gris et ses arbres maigres. Elle me dit, sans drame, « Je n'ai plus personne ici ». La phrase tombe comme une constatation clinique. Je réponds avec une lenteur volontaire. « Moi non plus ». Nous restons ainsi, 2 femmes debout dans une chambre d'hôpital, entourées de machines, et ce sont nos absences qui se reconnaissent. Quand je sors, quelques jours plus tard, le monde a la même allure qu'avant, mais je le regarde autrement. Dans le taxi, Clara me raccompagne jusqu'à mon immeuble, sans insister, sans s'imposer. Elle monte les escaliers avec moi, porte mon sac comme on porte une chose fragile. Dans mon appartement, tout est resté à sa place. La table, les livres, la tasse. Mais l'air semble moins immobile. Clara remarque la boîte laquée sur le buffet. Je la vois hésiter par politesse puis détourner le regard. Ce geste-là me touche. Elle sait se tenir. Les visites deviennent régulières. Elle passe après l'hôpital, parfois tard. Elle me raconte à demi-mot l'internat, les décisions prises trop vite, la hiérarchie, l'interne, le chef de clinique, le senior, et cette fatigue qui colle à la peau. Moi, je lui parle de la Provence, de la maison qui attend, des volets que je n'ai pas rouverts, du silence qui s'accroche aux meubles. Un soir, au moment de partir, elle s'arrête sur le palier. Elle ne se retourne pas tout de suite. Puis elle dit, d'une voix plus basse, « Je ne veux pas que vous soyez seule si quelque chose recommence. » Je réponds sans pathos, avec cette courtoisie que la vie m'a laissée. Je ne veux pas non plus que vous le soyez. C'est là, je crois, que l'idée prend forme. Pas une idée d'affection spectaculaire, une idée d'organisation, presque. Une façon française d'aimer, prévoir pour ne pas laisser l'émotion faire des dégâts. Clara me parle d'un cadre légal, un jour en posant sur la table une feuille imprimée, pliée avec soin. Il existe l'adoption simple d'un adulte, dit-elle. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une procédure, avec consentement, un acte notarié, puis une requête au tribunal judiciaire. Ça permettrait que je puisse vous aider officiellement,
et que votre volonté soit claire. Elle cherche mes yeux, elle n'implore pas. Elle propose avec une pudeur presque administrative. Je regarde la feuille. Je ne me sens ni vieille ni faible. Je me sens lucide. Et je pense à mon billet, à la gare, à cette seconde où j'avais choisi de confier au lieu de donner. Je pose ma main sur le papier doucement. Alors faisons-le proprement, dis-je, avec précision et sans bruit. Clara expire comme si elle venait enfin de déposer une valise trop lourde. Et ce soir-là, dans mon appartement du 5e, je comprends que nous ne sommes plus seulement deux solitudes qui se visitent. Nous sommes en train de devenir, légalement et doucement, une famille. Le moniteur continue de biper. La vie insiste. Et dans cette chambre blanche, je comprends que ce lien n'est ni une dette ni un hasard. C'est une continuité. Une transmission silencieuse, faite de décisions prises au bon moment, sans éclat, comme un billet tendu dans une tempête. La procédure prend du temps, mais c'est un temps rassurant, un temps encadré, signé, tamponné. La France aime les preuves écrites quand il s'agit des liens. Cela ne rend pas l'affection moins vraie, cela la rend moins fragile. Nous rencontrons un notaire dans un bureau calme avec des murs couverts de dossiers. Il nous parle avec une neutralité bienveillante, comme on parle de choses graves sans dramatisation. Clara est attentive, précise. Elle pose les questions qu'il faut, comme à l'hôpital. Délai, conséquences, fiscalité, droit. Moi, je signe quand je comprends et je demande quand je doute. Je ne veux pas d'un geste sentimental. Je veux un choix net. Le notaire évoque l'adoption simple. Elles n'auront rien. Elle ajoute. Il explique le dossier, la requête, le passage devant le tribunal judiciaire. Je regarde Clara pendant qu'il parle. Elle a ce visage concentré des médecins qui lisent une imagerie. Elle cherche la structure, l'issue, la sécurité. Quand tout est lancé, je me sens étrange, comme si j'avais mis de l'ordre dans quelque chose d'invisible, comme si la vie, enfin, acceptait d'être rangée. L'hiver revient, et avec lui, une évidence. Je ne veux pas que la Provence reste un tiroir fermé. Pas maintenant, pas après avoir frôlé la faim, pas après avoir trouvé, au milieu de Paris, une présence qui ne réclame rien et qui donne sans bruit. Un matin, Clara arrive avec un sac et une décision dans les yeux. « J'ai posé 2 jours », dit-elle simplement. « Et j'ai trouvé des billets. Je ne demande pas si c'est de la première classe. Je ne demande pas si le train sera à l'heure. Ce n'est plus la question. À Gare de Lyon, la neige n'est pas là. Le ciel est gris, mais stable. La gare respire comme une bête connue. Les panneaux affichent des départs sans clignoter, et les voyageurs ont cette agitation ordinaire qui n'a rien de tragique. Pourtant, en entrant sous la verrière, je sens mon cœur battre. Plus vite, pas de peur, de mémoire. Clara marche à côté de moi, mais légèrement en retrait, comme par respect. Elle porte mon petit sac, par réflexe, plus que par obligation. Je porte, moi, ma barrette sombre. Le même détail. Mais ce jour-là, il ne signifie plus une promesse solitaire. Il signifie une continuité. Nous arrivons au quai, le train est là, les portes ouvertes. Une odeur de métal tiède et de tissu neuf s'échappe. Je regarde les numéros de voiture, les lignes sur le sol, les gens qui s'installent. Tout est normal. Et cette normalité, après ce que nous avons vécu, ressemble à un luxe. Clara s'arrête un instant et regarde autour d'elle. Je devine, dans son silence, le souvenir de la nuit de tempête. Son souffle court, le billet serré, la course. Elle ne dit rien. Elle n'a pas besoin. Je monte la première marche, puis je me retourne vers elle. Elle me rejoint, pose sa main sur la rambarde. Ses doigts ne tremblent pas. Nous trouvons nos places, 2 sièges côte à côte. Cette fois, il n'y a rien à céder, rien à négocier avec le destin. Je m'assieds. Elle s'assied aussi. Et sans y penser, elle me tend une petite bouteille d'eau comme un patient qu'on surveille. Mais son sourire, lui, n'est pas médical. Le train démarre, lentement avec cette traction qui vous arrache au quai sans violence. Les bâtiments glissent, puis s'éloignent. Paris recule comme un décor que l'on laisse derrière soi. Je regarde par la vitre les voies qui se multiplient, puis se simplifient. Je sens la chaleur du siège, la présence de Clara à ma droite et un calme nouveau s'installer. Pas le calme de la solitude, mais celui d'un accord. Je pense à cette nuit-là, 1 an plus tôt, à mon billet tendu dans la neige. Je comprends enfin ce qu'il était. Non pas un renoncement, mais un commencement. Et tandis que le train file vers le sud, je me surprends à murmurer sans emphase, avec une gratitude presque pudique. Nous y allons. Clara ne répond pas.
Elle incline simplement la tête, comme on acquiesce à une évidence. Et dans le reflet de la vitre, je nous vois. 2 femmes, 2 générations, 2 silences, assises côte à côte, en route vers une maison qui n'est plus vide. Il y a des histoires qui ne cherchent pas à donner des leçons, elles se contentent de déposer une question dans le silence. Ce que j'ai vécu ne tient pas à un héroïsme discret, ni à une bonté exceptionnelle. Il tient à un choix minuscule fait à un moment précis, quand personne ne regarde vraiment. Un billet tendu, un geste sans témoin, une décision prise sans calcul de retour. Et pourtant, ce sont souvent ces instants-là qui déplacent toute une vie. On croit parfois que le temps se rattrape plus tard, que les adieux peuvent attendre, que la solitude est une affaire privée. Mais le temps n'est pas un compte que l'on solde quand on le souhaite. Il circule. Il passe de main en main comme ce billet une nuit de neige, et ce que l'on donne n'est jamais exactement ce que l'autre reçoit. Parfois on offre du temps, parfois une chance, parfois simplement la possibilité de ne pas être seul à un moment décisif. Cette histoire parle aussi de cela, de la responsabilité silencieuse que nous avons les uns envers les autres, même entre inconnus, de la gratitude qui ne s'exprime pas toujours par des mots, mais par des actes, et de ces liens tardifs, imprévus, qui n'effacent pas les pertes passées, mais leur donnent un sens nouveau. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans Madeleine, avec ses silences, ses renoncements, sa pudeur face à l'émotion. Peut-être dans Clara, partagée entre le devoir professionnel et une dette intime qu'aucun protocole ne prévoit. Ou peut-être avez-vous, vous aussi, un souvenir précis. Un train manqué, une rencontre brève, un geste reçu ou donné qui a changé la trajectoire de votre existence. Si c'est le cas, cette histoire ne demande qu'une chose, continuez à circuler. Nous vous invitons à partager, si vous le souhaitez, votre propre récit, un moment où le temps a compté. Une décision discrète qui a tout changé, une rencontre qui n'aurait jamais dû durer et qui pourtant vous accompagne encore. Vous pouvez envoyer votre histoire au programme, anonymement ou non, selon votre désir. Chaque témoignage est lu avec respect, sans jugement, comme on écoute quelqu'un dans un compartiment de train entre 2 gares. Parce qu'au fond, nous portons tous, un jour ou l'autre, un billet pour demain. Et il arrive que le plus beau voyage commence quand on accepte de le partager. Okay, that's better. Okay, that's a bit better. If I it's good morning. Good morning, Hope. Good morning, Trax, Dips, Gid, Anna, Benj. Good morning, everyone. How's Monday looking, guys? How are we all feeling? Are we all ready for our day? It's looking busy already, Hope. How was everyone's weekend? How are we all feeling post the weekend? I'm feeling a bit tired. I'm feeling a bit like sensitive. I was a bit like needy and vulnerable yesterday, and I fear it came out in my behavior. So that's good. It's good. I can spiral about that for a little bit today. I rolled out of bed 5 to 9. That probably explains it. I understand. I've been up since 6:30. So I couldn't sleep, and then I still managed to be late to stream. I don't know what I was doing. Kate, hi Kate. Kate, you're hanging out today. I miss you. Hi, love. How was your weekend with Tom? Blue Panda, welcome back. Hi, it's nice to see you. Can I? My weekend was so good. Do you have photos? Feeling tired but good. Good. That's a good